Et bonjour à tous, vous êtes plus de 1600 dans le chat, incroyable, très content de vous avoir. On est là, un peu après-midi, pour parler Discovery, un sujet plutôt intéressant pour nous tous. On a un timing très serré, on a jusqu'à 12h43 d'après mon planning, on va essayer de s'y tenir. Et donc pour discuter de ce sujet vaste et ambitieux, une table ronde assez sympa, je vais vous inviter à vous présenter tour à tour, je vais montrer l'exemple. Donc Rémi Duflo, Head of Product People chez Weevoo et co-animateur de ce Choc des Titans numéro 2. Diane. Enchantée, moi c'est Diane. Aujourd'hui je suis Product Manager en freelance, donc pour ceux qui nous écoutent, ça existe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En parallèle de ça, j'ai monté Women in Product à Paris. Et voilà, je suis ravie d'être là, aussi bien entourée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, c'est Rémi Guyot, donc jusqu'à très récemment Chief Product Officer chez Blablacar, et je viens de sortir un livre coécrit avec Tristan Charvilla aux éditions Tiga qui s'appelle Discovery Discipline, qui parle de notre sujet du jour. Ça tombe plutôt bien. Voilà. À croire que c'est fait exprès. Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Anso, je suis VP Product chez France Télévisions, et normalement vous connaissez France Télévisions. Je crois. C'est de la télé à l'ancienne, on va dire. Mais pas que. Je vais faire une surprise. En fait, j'avais une autre question à vous poser avant. Est-ce qu'il y en a un qui se sent de faire une définition, de donner une définition de ce que c'est que la Discovery ? On en entend souvent parler, mais elle est dure, celle-là. Comme tu as fait un livre sur le sujet, je me dis que tu as peut-être tout indiqué. Je suis d'accord. Je peux tenter une définition. Ça jeter quelqu'un sous le carrosse, ça quand même. Je te remercie, Diane. Donc, la définition que moi j'ai, c'est de distinguer la discovery de la delivery, donc de le mettre en opposition. Si la delivery consiste à prendre une idée, un concept, et de l'amener en production pour que des gens puissent l'utiliser pour de vrai, la discovery, c'est ce qui se passe avant. Donc c'est avant qu'on ait une conviction forte sur ce qu'on a envie de mettre en production. Voilà, donc c'est ce travail-là. Et en fait, la raison pour laquelle je ne suis pas plus précis que ça, c'est que l'objectif, c'est bien ça. L'objectif, c'est d'amener aux équipes quelque chose qui va être aussi clair et précis que possible. Voilà. Et ça passe par des activités très variées. Exactement. Comme tu le dis. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on parle quand même beaucoup d'UX, d'utilisateurs dans nos entreprises, et malgré tout, ce côté discovery reste parfois un peu un pain point. On entend mille et une raisons, mille et une mauvaises raisons de ne pas faire de la discovery. J'ai listé un petit florilège hier. On n'a pas le temps, on n'a pas les compétences, c'est compliqué, on sait déjà ce qu'on doit faire, on va perdre du temps, ou mon préféré, on n'a pas besoin, on a déjà des personas. Qu'est-ce que ça vous évoque, Diane? Je réfléchissais à ce que tu étais en train de dire. Il y a aussi, on n'a pas d'utilisateur, donc du coup, on peut pas faire de discovery. C'est vrai. Moi, ça m'évoque un quotidien réel pour les product managers. C'est vrai que c'est hyper frustrant parce qu'on est toujours très pressé. On a beaucoup de pression, notamment de la part des sales en B2B, pour construire quelque chose, une solution à laquelle le client a déjà pensé. Et c'est hyper frustrant parce que finalement, en tant que product manager, on a beaucoup d'équipes à motiver, c'est-à-dire les ingénieurs, les UX. On doit emmener tout le monde avec nous et parfois, on n'est pas forcément hyper convaincu de la solution qu'on choisit pour le problème à résoudre. Et pour moi, la discovery, c'est ça en fait. C'est déjà de s'assurer qu'on travaille sur le bon problème, ce qui est un vaste sujet, et aussi de s'assurer qu'on a la bonne solution. Et ça, en fait, malgré toutes les bonnes intuitions du client, de la direction, du management, etc. En fait, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas confronté ces idées-là à la réalité. Et la réalité, ça passe par les utilisateurs, ça passe pas par des convictions qui nous sont propres, malheureusement. Sinon, ce serait plus simple. Ça serait plus simple. Des réactions? Oui, en fait, pour moi, tout ça, ce sont effectivement des excuses. C'est une réalité, mais à mon sens, ce sont des excuses. C'est-à-dire que pour moi, il faut se lancer, tout simplement. Il faut se dire, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre et essayer de les adresser une par une. Et tant pis si c'est pas de la discovery by the book, etc. Ouais. Déjà se lancer et essayer de, comme tu dis, Diane, de comprendre quel est le problème qu'on résout, quelles sont les données que j'ai pas, etc. Et essayer de tirer le fil. Moi, le meilleur conseil, c'est de se lancer et de voir après, effectivement, en amélioration continue, comment on fait mieux. Mais
on peut toujours recommencer. En fait, c'est plutôt ça. Et du coup, on voit effectivement que ce premier pas, il est dur à franchir. Il y a un aspect conviction du management parfois, qui est un des aspects, mais il y a aussi par quoi on commence, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire simplement. Est-ce que là, il y a des méthodes, des choses que vous avez testées dans vos entreprises qui vous ont aidé à faire ce premier pas? Alors, je peux donner ce qu'on fait chez France Télé. En général, on arrive souvent avec une solution. Tiens, il faut développer ce truc-là. Et la direction, souvent, arrive avec ça. Et en fait, on essaye de revenir en arrière pour essayer de comprendre en fait, quel est, encore une fois, le problème qu'on essaye de résoudre et quels besoins utilisateurs et compagnie. Et donc, en fait, sans parler de discovery en tant que tel, vis-à-vis de la direction, on fait ce travail-là et même on les invite à faire aussi ce travail-là avec nous. Et donc, ça permet, de sortir véritablement de la solution et de repartir du problème, et de potentiellement plus tard se dire que la solution n'était pas forcément la bonne. Donc bien identifier le problème et embarquer les gens dans cette recherche du problème originel qui est compliqué. Et ça, il y a des ateliers, il y a des méthodes concrètes que tu mets en œuvre pour faire ces choses-là? Alors c'est là où le bas blesse chez nous, c'est qu'on manque de structuration vraiment de ça. Donc on le fait à l'échelle de la direction. On a plusieurs produits chez nous et c'est très hétérogène en fait, la manière dont on le fait. Mais après, ce que je dis toujours, c'est que c'est finalement le résultat qui compte, pas forcément la manière. Et donc, à ce stade, on en est là, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir des résultats, mais on n'a pas une structuration de cette discovery. Je sais que Rémi, justement, a travaillé là-dessus. Il faut que je lise ton livre, Rémi. Mais donc, on est vraiment au début, nous, en tout cas, chez France Télé, de cette structuration-là, discovery. Autant le delivery, on sait, je ne dis pas qu'on est des experts, mais on fait des choses et ça fonctionne. Discovery, il faut un peu structurer les choses et on n'y est pas encore. Alors forcément, on va faire le tremplin. Tu parles de structure, de méthode, et Rémi arrive avec un livre qui s'appelle Discovery Discipline. Je crois que tout est dit dans ce mot-là. Il y a un côté processus déroulé. Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur la vision que toi, avec ton co-écrivain, je ne sais pas si ce mot existe, mais quelle est votre vision de co-auteur? Tristan Charvilla, oui. En fait, je pense que je suis complètement d'accord avec ce que dit Anso. Pour moi, l'objectif, c'est d'augmenter le niveau de clarté de ce qu'on cherche à faire. Donc c'est pour ça que ça passe par beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, etc. Mais donc, par définition, si on essaye d'augmenter le niveau de clarté, c'est qu'on est dans une phase où les choses sont extrêmement peu claires. Et donc, la partie complètement contre-intuitive que j'ai mis du temps, moi, à comprendre, c'est parce qu'on fait un travail exploratoire, un travail de discovery, qu'il faut rajouter énormément de cadres. En fait, au départ, on se disait, on fait de la discovery, donc on va improviser au fil de l'eau. Mais c'est tellement difficile, en fait, on ne peut pas. Et donc, il faut, au contraire, se barricader de méthodes, de structures, de cadres, etc., pour ne pas se perdre en chemin. Et donc, toute la philosophie qu'on a gardée chez Blablacar depuis de nombreuses années maintenant, c'est que, comme la delivery, les phases de discovery ont besoin d'être structurées. On a un point de vue sur quelle est la méthode, comment est-ce qu'on va le faire, etc. Tout le monde l'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une méthode magique. Par contre, de ne pas avoir de méthode, avec le temps, je pense que c'est un risque de perte de temps, de perdre en confiance, de perdre en qualité. Et aujourd'hui, il y a des méthodes de discovery qui émergent, et je pense que c'est nécessaire. Et je crois que l'important, c'est pas tant de choisir la bonne que de s'y tenir. Et donc le livre il s'appelle Discovery Discipline pour bien parler de ce paradoxe-là. On parle d'un travail de discovery qui vise à, c'est une aventure, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, etc. Et en même temps, presque précisément à cause de ça, il faut énormément se préparer, se structurer, s'organiser. Voilà. Tu l'expliques très bien dans le livre d'ailleurs, le côté discovery qui est très associé à une imagerie de l'exploration, de la divergence, et qui est en fait un effet négatif sur ces phases de discovery où on doit se forcer parfois justement à reconverger. Mais du coup, on a quand même envie en tant que product people de diverger, d'explorer des pistes. Comment est-ce que concrètement on fait pour se recentrer, rester focus sur un objectif concret ? Donc, pour être clair, la dimension divergence, elle est indispensable à la discovery. Donc, le problème, c'est de ne pas la combiner avec des moments de convergence. Ce n'est pas un problème en soi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de moment de convergence. Donc, par exemple, si on va rencontrer 15 utilisateurs, la probabilité est extrêmement forte qu'on ne tombe pas sur un problème, mais peut-être 15, ou peut-être 20, ou peut-être 10. Il faut donc anticiper ça, anticiper le fait que plus on va faire un travail de divergence, plus il va falloir avoir des mécanismes de convergence. Nous, l'astuce qu'on a trouvée chez Blablacar, c'est on définit à l'avance
le point de convergence. On définit à l'avance qu'on va avoir un cas d'usage. Donc on peut en rencontrer 15, on sait avant même de commencer à parler à des gens qu'à la fin on devra en choisir un. Le fait de définir, la manière dont je le regarde, c'est si tu fais un trajet, je ne sais pas, en haute montagne, tu définis à l'avance les points où tu vas t'arrêter. Après tu peux improviser comme tu veux, n'empêche qu'à un moment tu as des points, exactement, des checkpoints, des refuges, etc. Et en fait au lieu de t'enfermer, ça te libère. Tu sais exactement, tu peux aller loin parce que tu sais que si tu pars un peu du mauvais côté, tu as un endroit où tu vas pouvoir dormir la nuit, etc. Et ben, je crois que c'est exactement pareil. D'avoir ces balises le long de ton chemin, ça te libère plutôt que ça t'enferme. Et donc, par exemple, nous, le cas d'usage, nous, on pense qu'il faut en avoir un à la fois. Tu en traites un à la fois. Pas 2, pas 10, tu en traites un. Et ce genre de travail de préparation à l'avance, je crois qu'il est très utile dans le cas de la discovery. Et quand tu dis un, c'est vraiment le plus important. Donc il y a déjà une notion de priorisation quand même très vite, en fait, dès la discovery. Bien sûr, oui, complètement. Concrètement, c'est quoi vos activités de discovery dans vos quotidiens? Yann, par exemple. Alors moi, je suis en plein dedans là. Donc, je te réponds avec plaisir. Je pense qu'il y a une activité qui est particulièrement complexe parfois, c'est le recrutement des utilisateurs. Et moi, c'est une grosse problématique que j'ai aujourd'hui parce que finalement, on sait où on va, on a un segment qui est priorisé, on a une bonne idée de ce qu'on doit défricher, à vrai dire. Mais première difficulté, c'est de trouver des utilisateurs. Et pour ça, je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Si vous êtes sur un produit B2C, et notamment un produit B2C qui est plus ou moins connu, ça aide, pour donner des petits tips, d'aller dans des gares. Ça vous permettra d'avoir des gens qui ont du temps à vous donner, parce qu'a priori ils attendent, d'avoir pas que des Parisiens, d'avoir des gens de tout âge, de tout genre et de tout milieu social. Donc c'est vraiment utile pour avoir cette diversité-là dont on parlait d'ailleurs quand on préparait cette conversation, pour la user research. Après, une fois qu'on a recruté ces personnes-là, il y a aussi en amont la liste des hypothèses qu'on a, c'est-à-dire tout ce qu'on pense qui est vrai, mais à vrai dire, on n'est pas vraiment sûr, de lister ces hypothèses, d'avoir plusieurs personnes sur la définition de cet exercice, puis baser le questionnaire qu'on va avoir sur ces listes d'hypothèses. Et ça permet vraiment d'avoir une réponse assez claire et de défricher le terrain rapidement, tout en ayant des résultats qui sont comparables. Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, Rémi, c'est un travail de grande incertitude qui parfois va nous permettre d'expliciter des choses qu'on ne sait pas, donc ce qu'on ne sait pas, et parfois de confirmer ce qu'on savait déjà, ce qui est d'ailleurs hyper frustrant, parce que parfois on va se retrouver dans des situations où on va nous dire « Ah oui, non, mais ça on le savait déjà, on n'avait pas besoin de faire une user research. » Avant, on le pensait, on en avait l'intuition, maintenant on en a une quasi-certitude. Et donc en fait, ça permet de dérisquer énormément tout le travail de développement qu'on va mettre en production. Et donc voilà, une fois qu'on a fait hypothèse, questionnaire, les rounds de user research, la synthèse, après je pourrais parler pendant des heures de la prise de notes et de comment bien mener ces entretiens, parce que je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas c'est clairement une science, c'est-à-dire que c'est une bonne manière de poser les questions, une bonne manière d'être neutre, mais en même temps de rassurer les utilisateurs quand ils ont peur de dire des conneries. Et de les faire parler, exactement. Et là-dessus, moi, je pense que done is better than perfect. Donc vraiment, allez-y. Si c'est foiré, c'est pas grave. Au moins, vous aurez appris des trucs et surtout, vous allez vous améliorer au fur et à mesure que vous le faites. Et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats probants au fur et à mesure. On revient à la notion de premier pas, il faut se lancer pour essayer. Juste pour raconter une anecdote qui va complètement dans ce sens-là, Raphaël Lévy, qui est donc que les gens de Weevoo connaissent très bien, donc il a travaillé chez Blablacar. Récemment, il avait développé une habitude que je trouve absolument fabuleuse sur un des projets sur lequel il travaillait, en binôme avec un designer. Tous les soirs, en rentrant chez lui en métro, il faisait une ou deux interviews utilisateurs de quelques minutes. C'est très centré sur des points extrêmement précis, et c'était fabuleux en fait la vitesse avec laquelle il était capable de clarifier des trucs, écarter des pistes, etc. Et donc je pense que cet art de la débrouille, du pragmatisme, c'est au cœur du travail de product manager, qui ne peut pas s'arrêter à la première excuse pour dire je peux pas faire de travail de discovery, quoi. C'est marrant que tu dis ça, parce que quand je suis rentrée à Paris, j'étais à l'étranger pendant longtemps.
J'étais allée à un meet-up et c'était toi qui parlais, c'était en 2017. Tu avais donné un petit tips et je m'en souviens parce que j'avais trouvé ça hyper smart. Tu disais que quand tu étais dans le métro, tu regardais comment les gens utilisaient leur téléphone pour voir la diversité d'utilisation et comment est-ce qu'ils appréhendaient l'objet en fait. Et je trouvais que c'était un super conseil et je l'ai fait par la suite. Donc je te remercie, 5 ans après les faits. Alors effectivement, il y a les classiques, il y a l'observation, le guérilla test, enfin le guérilla question dans les gares. C'est effectivement un lieu de passage, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des méthodes justement un peu moins connues de discovery que vous avez testées et que vous trouvez particulièrement intéressantes ? Alors nous, chez France Télé, on a la chance d'avoir plein de données, parce qu'on a des millions d'utilisateurs, et notre principal problème, c'est cet accès à cette donnée, c'est l'accès aux insights utilisateurs. Et donc en fait, on a décidé d'utiliser la méthode d'Atomic Research, justement pour, mieux structurer du coup, ces insights, les mutualiser, et les donner un peu à tout le monde. Et donc on s'appuie un peu sur cette... parce qu'il y a plein d'initiatives chez nous, et on s'appuie sur ces 3 étapes qui sont qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai observé et qu'est-ce que j'ai appris. Et donc, par rapport, par exemple, je dis n'importe quoi, on lance un test utilisateur, donc voilà ce qu'on a fait. On a observé que X et on a appris que X. Et donc ça, on arrive à l'historiser et à le mettre dans les mains de tout le monde, aussi pour, du coup, qu'on sache effectivement qu'il y a ça qui a été lancé et que je peux faire confiance, plus ou moins, ça dépend voilà, de ce qui a été fait, mais plus ou moins dans la méthode, et donc de permettre à chacun et à tous d'avoir ces données dans un outil centralisé. Et l'outil en question, c'est quoi? C'est un outil que vous C'est avez un outil maison qu'on a fait. C'est Coda. On a utilisé Coda et après on l'a du coup un peu twisté par rapport à nos besoins spécifiques. Et l'autre avantage qu'on fait, c'est par rapport à ces insights utilisateurs, c'est justement la priorisation. Et donc dans cet outil, on priorise aussi en fonction de toutes les initiatives qu'il peut y avoir. On a les retours du service client, on a les retours store, on a les verbatim, voilà, et on package tout ça et on en fait un truc plus utilisable, plus actionnable. Il y a une problématique sur ça, et je me demande d'ailleurs ce que vous en pensez. C'est quand j'étais chez Content Square, on avait un user researcher c'était donc le job. Il utilisait Dovetail, et l'idée c'était pour lui de centraliser un peu toutes les user research qui étaient en train d'avoir lieu et de tout mettre sur un outil. Comme ça, un product manager qui a une question peut aller regarder et voir l'insight. Et moi, ce que j'ai observé, et je me demande ce que vous en pensez, c'est que si l'équipe n'a pas fait la user research et donc n'est pas arrivée à la conclusion de l'insight, c'est très difficile pour eux de faire confiance à cet insight et de l'intégrer dans leur développement comme si c'était eux qui l'avaient fait. Ça pose la question de qui fait la research, qui est en charge de ça dans les entreprises. Et effectivement, quand c'est des équipes dédiées, comment se fait le handover entre des searchers et les gens de manière plus opérationnelle. C'est des équipes dédiées, par exemple, chez France Télévisions ou chez toi, Rémi, qui font la research, ou c'est vraiment inclus dans le processus des équipes de... C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a des équipes pluridisciplinaires, donc avec des rôles de product manager, de designer, data analyst, ingénieur, etc. Et qui vont s'appuyer sur une petite équipe de user researchers dont la responsabilité, c'est pas de faire le travail de research à leur place, c'est au contraire, fluidifier tout le travail de research qui est nécessaire, parfois de faire quelques travaux spécifiques, mais la majorité du travail des researchers chez nous, c'est plutôt de faire en sorte que s'il y a une équipe qui a besoin de mener un test utilisateur, d'organiser des entretiens, ça soit avec le moins de friction possible. Et justement, pour que toutes les excuses que tu listais tout à l'heure, en fait, que la barrière de l'effort baisse au maximum. Après, je pense que le problème que tu décris, Diane, déjà d'en prendre conscience, de se dire en fait, c'est probable que, au fond, ma capacité à avoir de l'empathie pour l'utilisateur est liée à mon ego, et que si je ne te fais pas confiance dans l'insight que tu me rapportes, je vais forcément perdre du temps, puisque si je dois retrouver la personne à entendre exactement la même chose de sa part, d'un point de vue efficacité de l'entreprise, c'est quand même catastrophique. Ouais. Et donc, juste prendre conscience de ce biais-là, du coût que ça génère, je pense que c'est un premier pas. Prendre conscience des biais ne les fait pas disparaître, mais ça permet de réfléchir à quel mécanisme on peut utiliser pour les contourner. Parce que dans un contexte B2B, par exemple, si tu ne te dis « je ne crois pas ce que je n'ai pas entendu en direct », ça veut dire que la relation de travail que tu as avec l'équipe commerciale, elle est catastrophique, parce que la quantité d'informations que tu vas récupérer
de la part d'une équipe commerciale, ça doit être phénoménal pour un travail de discovery. Et donc ça ne résout pas le problème, et je pense que c'est important déjà de le poser sur la table comme tu le fais, de dire c'est un enjeu qu'il faut avoir en tête, de la manière qu'on passe notre temps en tant qu'expert du produit à réfléchir à ces biais, les nôtres, ceux des utilisateurs, et comment en tirer parti. Donc je pense que ça ne va pas être un tabou, il faut le mettre sur la table et réfléchir à comment trouver le bon équilibre. Antoine, réaction? Non, je suis complètement d'accord. Je croyais que tu voulais interagir. Il est déjà l'heure de conclure. Une dernière question, si vous deviez donner en express un tips pour faire de manière très facile de la discovery, qu'est-ce que vous recommanderiez pour se lancer justement? Apprendre à poser des questions ouvertes pour ma part. Donc éviter les questions oui, non, etc. Et se dire plutôt comment, pourquoi, et rester là-dessus. Ça permet d'ouvrir la conversation. Moi, mon conseil, ça serait changer la manière dont vous posez la question de la discovery. C'est pas est-ce que j'ai le temps de faire la discovery, c'est dans le temps qui m'est imparti, qu'est-ce que j'ai le temps de faire. Et si c'est petit, c'est petit. Mais il n'y a pas d'excuse en fait. C'est pas possible qu'on n'ait pas le temps. Même si en 1 heure on a le temps d'améliorer le travail qu'on est en train de faire. Donc voilà, renverser la question. Avec le temps que j'ai, les contraintes que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, je dirais instaurer un réflexe. Peut-être justement de se dire, je me donne un moment dans mon agenda, un moment récurrent chaque semaine où je fais de la discovery. Après, je choisis la méthode que je veux, mais en tout cas, je dédie du temps à ça. Parce que je sais que c'est aussi une des problématiques, c'est de dire qu'on n'a pas le temps. Donc parfois ça peut aider d'avoir un créneau déjà réservé. Et donc c'est effectivement d'avoir ce réflexe, comme disait Rémi par rapport à Raphaël. Je trouve que c'est super parce que ça devient presque, c'est plus une question après, c'est juste tu le fais parce que c'est dans ton quotidien. Ça fera plaisir à la RATP en plus. Yann Paillet qui réagit dans le chat, l'idée de la gare est vraiment intéressante. Merci, j'essaierai. Voilà, ça fait des émules. On arrive hélas au terme de cette table ronde. J'avais prévenu, ça serait court, mais il y a tellement d'autres questions qui nous viennent à l'esprit. Merci encore pour cette table ronde. On va devoir rendre l'antenne, comme on disait à l'époque, chez encore chez nous. Encore. Et ce qui nous attend, ce qui attend les viewers dans un instant, c'est une interview par Marcel d'un invité mystère dont je n'ai aucune information. Vous aurez l'info dans quelques secondes. Merci à tous. À tout de suite. Merci. Merci.